La capsule du chaud de plume cette semaine, un élément extrêmement important mais trop souvent négligé, la prospection. L'important pour faire une bonne prospection, c'est de partir soit tôt le matin ou en fin de journée. J'aime bien tôt le matin, il y en a d'autres qui aiment mieux un petit peu plus tard. Fais mon esti! T'es encore dans le coma? Esti, câlisse! Ça va prospecter, réveille-toi, esti! Hey, toi là! Hein? Toi là! Ouais. Ah, c'est câlisse! Ah, tu peux même pleurer, Chris, je vais prospecter sans toi, tabarnak. Comment réveille-toi? Bon ben... Tasse-toi, esti, s'il te plaît! Si on prospecte pour une pré-saison, c'est pas la même game du tout que si on prospecte pour la saison régulière. Je m'explique là-dessus, c'est que le maïs grain, le maïs en silage, bref, la céréale, même la luzerne, qui est récoltée assez tard en saison, comme celle que je viens de nommer, va nous servir évidemment fin septembre, octobre, même des fois on voit le maïs grain être récolté là, au stock en décembre dans la neige. Donc si vous le faites une pré-saison, ça vous donne absolument rien de prospecter ce genre de culture-là. Par contre, on cherche les céréales pour la pré-saison. Blé, avoine, orge, ce genre de choses-là. Peut-être la luzerne peut être bonne aussi. Donc si vous voulez reconnaître ça facilement sans être obligé d'aller déranger chaque fermier pour lui demander qu'est-ce qu'il a semé, parce qu'on prospecte nos permissions d'automne le printemps, ben, vous regardez ce qu'il y a dans le cours de l'établissement agricole. Des grands silos, de l'ensilage. Des longs boudins, de l'ensilage encore. Plusieurs petits silos, là ça peut nous indiquer que c'est une céréalière, ça peut être bon pour nous. On peut regarder dans le champ aussi ce qu'il y a comme pousse d'aller d'avant, puis jaser évidemment avec le cultivateur pour poser nos questions. Pas perdre notre temps avec des cultures qui ne nous donneront rien. On peut avoir une grande permission, mais c'est du foin, c'est une écurie, il n'y a pas d'oiseaux migrateurs qui vont fréquenter ce secteur-là, donc vous perdez votre temps. Là, on a un super bon exemple ici là, des boudins d'ensilage qu'on voit présentement. Puis à droite, des boudins de foin. Beaucoup plus régulier, beaucoup plus rond. On voit le foin qui dépasse des bouts. Là. Ça vous évite d'avoir à débarquer de l'auto pour aller vérifier et demander c'est quoi. Un seul coup d'œil suffit. Ça, c'est un bon exemple là, de place où ne pas perdre son temps. Chaque règle générale comporte bien sûr ses exceptions, mais quand vous voyez un champ que le foin est long, il y a des bâtiments proches, c'est petit, il y a des arbres, ne perdez pas votre temps là. Bon, disons que vous prospectez évidemment pour du maïs en silage. Vous n'êtes pas capable d'avoir la permission. On a un beau champ de maïs en silage ici et, pour une rare fois, un champ de foin qui peut servir à quelque chose. Et je m'explique, les bernaches, les oies, même les canards, peut-être moins souvent vu ça, là, mais ça se peut. Je dis pas que ça se peut pas, mais les bernaches, à coup sûr, développent la peur du maïs rendu là, dans la deuxième semaine de la saison. Alors, ce qu'ils font, ils continuent d'aller dans le maïs. C'est comme de la drogue pour eux autres, mais ils vont atterrir dans le champ vert à côté. Une fois atterri dans le champ vert à côté, là, ça va rentrer dans le maïs en petits paquets. Donc, si vous n'êtes pas capable d'avoir la permission sur le maïs, vous êtes pas mal mieux dans le vert. Donc, ce champ de foin-là, une fois coupé, les oiseaux n'ont plus peur, puis ils atterrissent dedans pour par la suite se jeter dans le maïs par petits paquets. Alors, des fois, pour cette raison-là, ça vaut la peine de prospecter peut-être les champs de foin, en autant qu'il y ait de quoi à manger pas loin. Si vous avez la chance de le faire avant de demander la permission, examinez bien le terrain pour une cachette, un fossé, une pointe de roche, une pointe de bois, etc. La chasse s'en vient! Lunettes d'approche, essentielles. Si par hasard vous prospectez tout nu, ayez au moins un accessoire qui indique au cultivateur que vous êtes là pour la chasse, puis pas d'autre chose. Une fois que vous avez repéré le terrain qui fait votre affaire, il y a un gibier qui fait votre affaire dessus, vous devez trouver le propriétaire. Évidemment, vous pouvez demander aux voisins, dans le respect des règles sanitaires. Sinon, allez sur les différents sites des MRC ou des municipalités. Vous allez trouver, souvent, ça s'appelle carte interactive, géomatique avec le nom de la ville, etc. Ce sont des cartes sur lesquelles vous allez inscrire les adresses ou vous allez pouvoir naviguer sur une carte directement et vous allez cliquer là-dessus. Vous allez obtenir le nom du propriétaire. De grâce, quand vous approchez
d'une maison pour demander la permission. Vous traversez un champ, restez sur les chemins, n'allez jamais dans le champ véhicule. Ça a l'air fou à dire, mais il y a encore des gens qui le font. Et en passant, si vous faites décoller, là, comme on fait, des oiseaux avec un véhicule, il n'y a pas de problème, on va se représenter le lendemain. En tout cas, si ça ne se représente pas, ça ne sera pas pour cette raison-là, mais restez dans le véhicule. Sortez pas du véhicule, apeurez-les pas inutilement. Vous vous dirigez vers la maison en question. Pas de chichi, pas de flafla, direct au but. Posez votre question. Est-ce que vous donnez des permissions pour la chasse? Je suis un chasseur, j'aimerais chasser les oies blanches qui sont là, etc. Allez droit au but. Les cultivateurs n'ont pas le temps de niaiser. Je vous ai parlé un peu plus tôt dans le processus de comment faire pour trouver les propriétaires facilement. Facilement, pas toujours, mais dans le cas de la Ville de Québec, par exemple, vous allez rentrer dans votre moteur de recherche carte interactive Ville de Québec. Ça peut être Masquinongé, Laval, Montréal, peu importe. La plupart des villes ont ça. Les endroits un peu plus ruraux qui sont desservis par des MRC, vous allez rentrer MRC, MRC du Fer, MRC de la Binière, etc. pour avoir accès là, à peu près à l'équivalent. Donc, dans notre cas, on a pris la Ville de Québec, carte interactive de la Ville de Québec. On clique là-dessus et on se retrouve sur le site Propice. Prenez toujours la carte mobile. La carte spécialisée, souvent, là, ça prend des codes, ça prend des accès autres que ceux qu'on a dans le public. C'est plus lourd aussi. Si vous êtes sur le bord du champ en train de chercher sur votre téléphone, c'est mieux de prendre la carte mobile. Donc, on va prendre la carte mobile et on va accéder à une carte. Là, vous avez plusieurs options, vue aérienne, etc. Vous cliquez sur le terrain qui vous intéresse. Bon, cliquez là-dessus, ça va donner les limites de propriété. Bien pratique. Et vous avez les petits onglets ici, là. Fiche. Cliquez là-dessus. Et va apparaître le nom du propriétaire avec l'adresse précise. Pas plus compliqué que ça. Les sites, les logiciels de prévision de vent, c'est pas rendu chez vous qu'il faut regarder ça. C'est quand vous êtes sur le bord du champ. Moi, j'utilise Windfinder. C'est écrit comme ça. Vous avez deux options dessus. Avec carte intégrée, où vous voyez la direction du vent. La couleur indique là, la force du vent. La couleur est dans la charte ici. Et vous avez des prévisions pour des aéroports, par exemple, l'aéroport de Québec. Vous l'avez en détail ici avec la direction. La flèche indique la direction, la couleur, la force avec le chiffre. Et la météo. Essentiel de faire ça au bord du champ pour savoir à quelle place, parce que les oiseaux rentrent vent de face, donc à quelle place mettre votre cache, à quelle place mettre votre bunch dans le cas de la blanche, à quelle place mettre votre piste d'atterrissage pour les outables. Et dernier petit truc en rafale, évidemment, si vous êtes deux pour prospecter dans l'auto, c'est mieux. Pourquoi? C'est qu'il y en a un qui peut se concentrer sur le groupe d'oiseaux, la composition du groupe. Est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes? Est-ce qu'ils sont nerveux? Est-ce qu'ils avancent vite? Auquel cas, il y a moins de nourriture dans le champ. Par où ils passent pour rentrer dans le champ. Bref, des détails qui vont vous aider à monter votre plan, votre jeu d'appelant le lendemain. Tandis que l'autre personne, elle, va se concentrer plutôt sur la cachette. À quel endroit se cacher? Est-ce qu'il y a une pointe de bois? Est-ce qu'on peut faire des petites cages de périphérie? Est-ce qu'il y a un fossé ou quelque chose? Donc, c'est plus efficace de cette manière-là, surtout quand vous prospectez des grands groupes d'oiseaux. Il n'y a pas juste l'oie blanche, hein, on parle beaucoup de l'oie blanche. Là. On en a parlé tout le printemps dans le show de plume, on en a parlé dans nos capsules déjà. C'est parce que tout simplement, c'est le seul groupe d'oiseaux qu'on pouvait chasser ce printemps. On va avoir des capsules aussi pour le canard et la bernache, mais tant qu'à faire, même si c'est l'été, vous prospectez, il fait chaud, c'est désagréable, portez quand même des bottes imperméables. Pourquoi? Parce que si vous prospectez pour le canard, vous pouvez être obligé de traverser, aller valider des cours d'eau, valider la présence de canard avec des indices au sol, comme des traces, etc. Donc, en petit soulier du dimanche, vous allez être mal pris un petit peu. On espère que ces capsules-là vous ont aidé et à la semaine prochaine.